We can't all be nice girls. Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Depuis ma vidéo sur le cinéma de Steve McQueen en fait, vidéo que j'avais tournée chez mes parents. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un challenge auquel je participe parce que j'ai créé un podcast. Alors tout ça semble assez compliqué mais en fait c'est très simple. J'ai créé un podcast qui s'appelle le Queer Cinematic Universe Podcast. C'est un podcast qui se focalise sur l'actualité du cinéma queer. Ou du nouveau cinéma queer. Alors qu'est-ce que c'est que le cinéma queer, le nouveau cinéma queer? Ça représente un spectre de films assez varié, mais grosso modo ce serait un cinéma qui refuse l'hétéronormativité et ses représentations. Donc ce serait un cinéma qui représente, mais pas seulement, des personnages queer qui, à travers une mise en scène, va à contre-courant de l'hétéronormativité et propose un cinéma autre. Ce serait donc une manière de faire qui sortirait des carcans hollywoodiens traditionnels pour aller vers quelque chose de queer. J'ai créé ce podcast après la création de ma série de vidéos Have Some Pride sur ma chaîne. Vous remarquerez que cette série, un peu comme ma chaîne, est pas mal en pause. Ça tient notamment au fait que deux de mes vidéos, et surtout une, reçoivent de manière assez régulière des commentaires insultants, voire violents, et que du coup ça me donne pas spécialement envie de me connecter sur YouTube. Bref, l'existence de ce podcast ne remet pas du tout en cause l'existence de la chaîne, mais pourquoi est-ce que je voulais utiliser la forme podcast pour parler des films de l'actualité? Déjà parce que c'est un format sans image que je pourrais faire court. Je compte faire des podcasts de pas plus de 10 minutes et chaque fois je parlerai d'un seul film en fait. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat. J'ai un chat maintenant. Je préfère le contenu audio pour vous parler de films récents tout simplement parce que l'accès aux images en bonne qualité pour des films qui viennent de sortir est beaucoup plus compliqué et donc ça ne me permet pas de vous montrer les extraits que j'aimerais vous montrer. Donc je préfère garder l'actualité du cinéma queer pour mon podcast, vous aurez le lien en barre d'infos, plutôt que d'en mettre ici sur la chaîne. Donc la chaîne sera toujours dédiée aux livres, à d'autres films, cinéma queer ou pas bien entendu, aux séries parfois aussi. Et là j'aimerais bien vous parler en fait dans des petites vidéos qui feront partie de Have Some Pride, de ce challenge donc qui s'appelle tout simplement le Queer Film Challenge. Encore une fois, lien en bio. Le Queer Film Challenge c'est quoi? C'est que vous avez 40 thèmes et vous avez un an pour regarder un film sur chaque thème. Les thèmes sont très divers et variés. Vous avez des thèmes comme un film réalisé par Gus Van Sant, dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez des thèmes comme un film queer qui vient d'un pays duquel vous n'avez jamais vu de film queer. Donc par exemple, si vous avez déjà vu des films japonais mais jamais de film queer japonais, vous pouvez regarder un film queer japonais. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 films que j'ai vus. Alors ça va faire doublon par rapport à mon site, enfin à mon profil sur Letterboxd. Tout simplement parce que sur Letterboxd, je fais des reviews avec parfois des spoilers et c'est des reviews en anglais, elles sont très brèves. Au moins ici je peux vous les présenter en français. Un des premiers thèmes sur lesquels je me suis penchée, parce qu'on peut ne pas les faire dans l'ordre, c'est de regarder un film avec Greta Garbo. Greta Garbo qui était donc une actrice extrêmement connue, une icône lesbienne qui était peut-être bi, peut-être lesbienne. Dans tous les cas, c'est sûr qu'elle a eu des relations avec des femmes. Et son film le plus queer, que je n'avais incidemment jamais vu, c'est Queen Christina. Queen Christina, donc réalisé par Rouben Mamoulian, sorti en 1933, raconte l'histoire de la reine Christina, reine qui donc a refusé de se marier et a abdiqué le trône de Suède. You cannot die an old maid. I have no intention to, Chancellor. I shall die a bachelor. Alors, je n'ai aucune idée de dans quelle mesure le film a été extrêmement romancé, il l'a probablement été pas mal, mais tout est génial dans ce film. Effectivement, c'est un film dans la manière de représenter Greta Garbo qui est extrêmement queer. Pendant toute une partie du film, elle se fait passer pour un homme, on la voit à une ou deux reprises embrasser une femme, même si leur relation n'est pas développée. Et surtout, en fait, elle a des prétendants. Il y a même un homme qu'elle aime profondément. Elle est tellement royale que tous les personnages masculins en fait autour sont complètement fades. Elle surplombe le tout
avec une classe incroyable. Tout le passage où elle prétend être un homme est un délice parce qu'on attend forcément la chute où l'homme qui lui parle, qui la traite comme un bon pote, va réaliser qu'en fait c'est une femme, et non seulement c'est une femme mais en plus c'est la reine de Suède. Ils doivent partager une chambre à deux et un lit à deux. Et ça devrait pas poser de problème parce que c'est deux hommes, sauf qu'en fait c'est pas deux hommes, donc ça aussi c'est... ça tient de la fanfiction mais c'est assez délicieux. Le film est très bien, le film est très bien réalisé, très bien écrit. Elle, comme je vous disais, elle est royale. Il suffit de voir ce film je pense pour comprendre pourquoi elle avait ce tel statut d'icône lesbienne en fait. Et en plus c'est un film qui est résolument moderne en le voyant, même s'il est en noir et blanc, j'avais beaucoup de mal à me dire qu'il datait de 1933, il a vraiment très bien vieilli. Et il vaut vraiment le coup même si vous avez du mal avec les vieux films. Le deuxième thème sur lequel je me suis penchée parce que je suis fanat de comédie musicale, c'est un film réalisé par Vicente Minnelli, qui était donc le mari de Judy Garland, le père de Liza Minnelli, et qui a réalisé un certain nombre de comédies musicales très connues, mais qui était aussi connu pour avoir des relations, pour avoir eu ouvertement des relations avec des hommes à Hollywood. Pour ce thème-là, j'ai choisi un film moins connu du réalisateur parce qu'il mettait en scène deux acteurs que j'aime beaucoup, qui sont Gene Kelly et Judy Garland. Et quelle erreur! J'ai décidé de regarder The Pirate, qui est un film de 1948 et qui était vraiment pas très bien en fait. Alors, The Pirate, tout simplement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va bientôt se marier et qui est complètement amoureuse d'un pirate qu'elle n'a jamais vu. Arrive Gene Kelly. Gene Kelly qui est donc un comédien et qui va se faire passer pour le pirate de manière à la séduire. Grosso modo, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. Ça ressemble pas mal à du vaudeville, mais oh là là, c'est beaucoup trop chiant. C'est beaucoup trop... Ça part dans tous les sens. Les numéros musicaux sont très bien faits mais il y en a très peu finalement. En fait il n'y a pas grand chose qui va, les costumes sont sympas, les deux acteurs sont très bien chacun de leur côté, mais alors qu'ils pètent le feu, ils sont super charismatiques, ils ont une super alchimie tous les deux dans Summer Stock qui était réalisé quelques années avant. Là il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être parce qu'ils sont séparés pendant une grande partie du film. Il y a vraiment une ou deux scènes avec les deux qui valent le coup, mais sinon... Le reste du film est en fait assez oubliable, malheureusement. C'est pas faute d'avoir un grand réalisateur et deux très grands acteurs, mais là c'est un gros loupé. Et pourtant, j'adore Gene Kelly, j'adore Minnelli et j'adore Garland. Mais là ça le fait, mais vraiment pas du tout pour moi. Si vous voulez voir une comédie musicale avec Gene Kelly et Judy Garland, regardez Summer Stock, c'est beaucoup plus fun. Quant à Vicente Minnelli, c'est un petit peu le mec qui a fait Un Américain à Paris, donc je vous conseille de regarder celui-là si vous voulez découvrir un film de lui. Pour le dernier film que je vous présente aujourd'hui, alors le thème c'était un film réalisé par Gus Van Sant. Gus Van Sant qui est un réalisateur contemporain, ouvertement gay et qui a commencé sa carrière dans le New Queer Cinema, dans le mouvement du New Queer Cinema, même si maintenant il est parti vers quelque chose d'un petit peu plus grand public, on va dire. J'ai vu peu de films de Gus Van Sant, c'est le genre de type qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît finalement pas, en tout cas dans mon cas. En fait, tellement j'en ai entendu parler, j'ai l'impression que j'ai vu beaucoup plus de films de Gus Van Sant que je n'en ai vu en réalité. Ce que j'ai vu ne m'ont pas toujours plu, donc je savais pas trop dans quoi me lancer. Et en fait, je me suis lancée dans un film qui est pas très connu finalement. En anglais, il s'appelle To Die For et en français, je crois qu'il s'appelle À tout prix. C'est un film de 1995 avec Nicole Kidman, Joaquin Phoenix et Casey Affleck. Et Matt Dillon aussi. There are some people who never know who they are or who they want to be until it's too late. And that is a real tragedy in my book. Because I always knew who I was and who I wanted to be. Always. Grosso modo, l'histoire, sans trop vous spoiler, c'est Nicole Kidman qui veut devenir une grande journaliste qui est pas très intelligente mais qui par contre est super vicieuse. Elle épouse un type un petit peu macho, genre d'origine italienne. Et ce mec finit par lui dire que ce serait pas mal qu'elle abandonne sa carrière de journaliste parce que ça va pas mener à grand chose et qu'elle pourrait peut-être plutôt l'aider dans son resto. Et à partir de là, elle décide de faire en sorte de le tuer, de trouver un moyen pour qu'il meure sans qu'elle soit impliquée, bien entendu. J'ai ouï dire que la performance de Nicole Kidman a inspiré celle de Rosamund Pike dans Gone Girl,
Je saurais pas vous confirmer si c'est vrai ou pas parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu Gone Girl encore. Par contre, To Die For m'a fait beaucoup penser à I, Tonya, ce film qui est sorti l'an dernier ou il y a 2 ans sur cette patineuse artistique dont j'ai oublié le nom là maintenant de suite, qui a comploté pour péter les genoux de sa rivale. Et en fait ce côté faux documentaire avec ces personnages extrêmement antipathiques dans I, Tonya sont pour moi un héritage direct de To Die For. Et c'est là que le bas blesse en fait, c'est que les deux films ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. Ces deux films qui sont assez impeccables au niveau de la réal et tout. To Die For encore plus que I, Tonya. Dans To Die For, tout est nickel. La réalisation est géniale. Le montage est super, la musique est trop cool. Les acteurs sont incroyables, Nicole Kidman complètement à contre-emploi et Joaquin Phoenix est super jeune dedans. Tout est vachement bien. Sauf que le fait d'avoir des personnages à ce point antipathiques, ça amène une absence de connexion en fait. Et qui dit absence de connexion émotionnelle dit absence d'enjeu parce qu'on ne se sent pas spécialement investi. Et donc quand la fin, qui est assez terrible, arrive, si vous voulez, moi j'étais déjà hors du film quoi. Je regardais les choses se passer avec une indifférence très indifférente. Nicole Kidman est très bien, dans un côté très loufoque. La manière dont elle joue le personnage fait que on ne peut pas s'attacher à elle. Tant mieux parce que son personnage est diabolique. C'est fait exprès, très clairement. Mais il manque de quelque chose. Les autres personnages ne sont pas assez développés pour qu'on s'attache à eux, on s'attache un tout petit peu, enfin j'ai eu un petit peu pitié du personnage de Joaquin Phoenix du coup, mais c'est à peu près tout, et ça manque. Mine de rien, même quand on a un film qui est impeccable sur tous les points, une connexion émotionnelle, ça manque. Mais je comprends, il y a Sally Jane Black qui est une critique sur Letterboxd que j'aime beaucoup, qui a dit que c'était un film qui était extrêmement en colère. Et c'est vrai. Et quelque part, il y a une vision très intéressante de la place des femmes. Et ça m'a fait rire parce que 10 ans plus tard, Nicole Kidman va jouer dans The Stepford Wives, qui est un film qui est pas très bien, adapté d'un roman de Ira Levin, un roman de science-fiction. Et dans The Stepford Wives, Nicole Kidman est mariée à ce type qui joue Ferris Bueller là. Et en fait, elle se bat activement pour ne pas devenir une femme au foyer idéale. Et donc, dans To Die For, elle fait juste un gros doigt d'honneur d'entrée au système patriarcal, à la notion même de femme au foyer. Et soit elle utilise ses charmes sur tous les mecs qui essaient de lui foutre des bâtons dans les roues, soit eh ben, ils finissent un petit peu mal. C'est sympa de voir les deux films en parallèle, ça peut être un petit peu intéressant, mais en soi, un petit peu comme pour The Pirate de Vicente Minnelli, je pense pas que To Die For soit un film central à la filmographie de Gus Van Sant, même s'il a un propos sur les femmes assez intéressant. Donc voilà, pas que du très bon dans ce premier bilan. Je vous ai présenté que 3 films parce que je voulais pas une vidéo très longue, j'en ai vu d'autres que je vous présenterai plus tard. Je vais continuer tranquillement à regarder des films de ce challenge et je vous les présenterai comme ça petit à petit. En attendant, vous pouvez donc aussi me retrouver dans mon podcast qui s'appelle donc le Queer Cinematic Universe Podcast, qui est sur SoundCloud, encore une fois, lien en bio. Dans ce podcast, nous parlerons de l'actualité du cinéma queer. N'hésitez pas de votre côté à me dire si vous avez vu les films dont je vous ai parlé. Si ce challenge vous intéresse, vous n'êtes pas forcément obligé de vous inscrire sur Letterboxd pour y participer. Vous pouvez aussi me faire vos retours ici sur mon podcast, ça me dérange pas spécialement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.